Salutations braves gens et bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme de cet épisode, un film de 1977, Orca, de Michael Anderson. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors Orca, ou bien The Killing Whale pour son titre complet et correspondant également au nom vernaculaire anglais de l'orque, nous narre l'histoire d'un épaulard tueur d'Homo sapiens. Et franchement, nous kiffons cela dans ce podcast de causer de bestioles bouffeuses d'humains. À ceci près que cette mouture initiant la mouvance de la Jawsploitation est unique en son genre. Je m'explique. En 1975 sort le mythiquissime Jaws, les dents de la mer de Tonton Steven. Le film ayant over-cartonné, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que des producteurs malins ne se disent qu'il y avait un putain de fric à se faire avec des bestioles mangeuses d'hommes avec un grand H. Et puisque tout est lié dans cette émission, ce n'est autre que le producteur italien Dino De Laurentiis, encore lui et dont on a déjà causé précédemment dans l'épisode dédié à Maximum Overdrive, et aux velléités de bouffer le marché hollywoodien, s'est associé aux Britanniques pour produire ce qui est considéré comme le premier film suiveur s'inspirant du succès denté de Spielberg. Et ce, bien avant le non moins classique Piranha de Joe Dante en 1978. Pourtant, on ne cause pratiquement jamais de ce film. Mis à part les médias cinéphiles ultra spécialisés dans les sous-genres d'exploitation, Orca n'a pas eu la reconnaissance sur la durée qui, à mon sens, méritait d'avoir. C'est une putain de claque visuelle, auditive et même émotionnelle qui te tatane la gueule, façon bifle de baleine. Elle mesure en moyenne 3 mètres de long. Petit con, c'est du lourd. En one shot, il va te déglinguer. Une seule... Il va te tordre le cou. Il va te déplacer le cerveau, il va t'arracher la tête. C'est un bifleur professionnel façon guillotine chinoise. Avec non. Et te laisse pantois d'un bout à l'autre de la bobine. Une pellicule qui a été récemment restaurée pour les dernières éditions vidéo, et qui mérite donc le visionnage. Mais attention, Orca n'est absolument pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez, le film qu'il faut aller avoir vu, avec John Syntax et Peter Faute d'accord. Donc le métrage démarre par des épaulards filmés dans leur milieu naturel d'un parc aquatique des America Fuck Yeah. C'est que l'eau est aussi claire que celle de ma piscine. Ah, ouais, qu'importe. Les premières minutes s'égrènent donc de manière un peu longuette, il faut l'avouer, tout en nous présentant les lourdes bestioles batifolant gaiement sous une musique somptueuse. Le fait que cela traînouille nous fait implicitement capter que le métrage n'aura pas le même rythme effréné et spectaculaire de son aîné Ochiko Acéré. Point rigolo, cette intro s'ouvre et se termine avec un magnifique plan dégueulasse de deux orques en quasi-symétrie parfaite, plongeant de manière synchrone sous un coucher de soleil, rajouté grossièrement par transparence. Un peu comme le logo d'EuropaCorp. Est-ce que Besson aurait plagié ce plan-là aussi ? Connard va. Ouais. C'est franchement crade. Le plan, pas ce connard de baisse. Connard. Le style est très documentaire, à l'instar des productions animalières typiques de la BBC et présentées par le biologiste anglais David Attenborough. Les gosses un peu en marge ayant grandi dans les années 90 comme moi verront de suite de qui je veux parler. C'est d'ailleurs le frère de Richard Attenborough. Mais si Roger dans La Grande Évasion. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Good luck. Thank you. Bon ok, c'est John Hammond dans Jurassic Park. J'ai dépensé sans compter. Bref, ce style-là est très typique, je disais donc, est accentué par les différents monologues, ponctuant régulièrement le métrage par la biologiste marine du film et interprétée par la non moins sublime Charlotte Rampling. Cette séquence d'intro se poursuit par la découverte de plongeurs itinérants, bidouillant des appareils de mesure sous-marins jusqu'à ce que... Et non, ce n'est pas un orque qui survient, mais un grand requin blanc qui vient faire flipper l'un des deux plongeurs. Attends, quoi ? Un requin comme première menace dans un film d'orque tueur ? Ben ouais. Et c'est un film atypique que je décris et qui en même temps lance la mode des films de monstres aquatiques ? Ouais. Ah. Bon mais donc le requin va bouffer le plongeur. Non. Parce qu'il survient un navire de pêche qui avait repéré le squale pour le capturer afin de l'amener dans un parc aquatique contre une modique somme.
Il y a un quiproquo et conflit entre les pêcheurs de requins et les plongeurs. Oui, mais non, car on découvre Captain Igloo qui tente bien d'harponner le Gnathostome chondrichtien. Il faut bien que feu mes cours de biologie animale me servent. En fait, ça veut dire qu'il possède une mâchoire articulée et un squelette cartilagineux. Ceux des poissons sont osseux malgré la légende. Donc lorsque tu dis à quelqu'un arrête et qu'il essaie de te casser en te rétorquant j'ai pas d'arrête mais des os et des boyaux, ben en fait c'est de la merde. Donc Igloo sauve les 2 plongeurs de l'animal et l'asthmobranche. Petite info, ce sont des animaux marins possédant 4 à 7 fentes branchiales. Les poissons n'en ont qu'une. Et c'est Bonaparte qui a décrit cet attribut en premier et qui l'a fait accepter par consensus scientifique à l'époque. Bonaparte, oui. Charles Lucien, le neveu de Napoléon. Il était homme politique et ornithologue, un spécialiste des oiseaux, qui décrit des caractères de requins. Ok, je reprends sur le film avant que l'on ne me gueule, c'est assez. L'un des plongeurs, que je vais nommer Pet, tombe à l'eau et le requin fonce sur lui pour tenter de le boulotter à plein chicot quand soudain surgit face au courant le vrai héros de tous les temps que dure le film, un épaulard torpillant d'un coup de boule cosmique le requin et qui l'envoie valdinguer au loin. Le requin se fait défoncer sa race par l'or, et ce dernier repart fissa dans les profondeurs aquatiques laissant le cadavre du grand blanc nourrir les poissons par la racine. C'était complètement gratuit. Mais notre intention est claire. Orca va mettre misère aux dents de la mer. Au petit Bruce, là, ce requin mécanique foireux ne vaut rien face à l'orque, la vraie terreur des 7 mers. Alors dans la réalité vraie et véritable, ça c'est faux et prétentieux. De plus, dans son milieu naturel, mis à part pour faire mumuse, l'orque n'a jamais attaqué intentionnellement l'homme pour lui nuire. Lorsqu'il est en captivité par contre... Il s'ensuit la présentation des spécificités de l'animal par un cours de Charlotte au bon ton, dont l'amphi est bien rempli. Je vous en fais le résumé. L'épaulard est un animal très sociable, très intelligent et doté d'une mémoire exceptionnelle, presque autant que celui de l'être humain, voire même plus. Extrêmement fidèle et capable, comme la tagline de l'affiche du film nous le souligne, d'être hargneux et de vouloir même se venger comme l'homme. Et puis Chacha nous présente l'allure du fœtus de l'orque qui ressemble beaucoup à celui de l'humain. Il y en a même des excroissances digitales au nombre de 5. Des doigts quoi. Ce passage est très intéressant même si certaines infos sont fausses, comme le caractère de vengeance et l'agressivité encore une fois. Orca en fait signifie ressemble à un tonneau en latin et absolument pas à ce qu'on nous dit dans le film, tueur, machin, etc. Mais d'autres infos dictées par Charlotte sont véridiques, comme l'aspect du fœtus ainsi que l'intelligence exacerbée propre à son espèce. Les orques sont capables de développer des stratégies de chasse en groupe et de les apprendre à leur progéniture. Une progéniture qui est extrêmement choyée, plus que précieuse. En même temps, ils pondent un chiard tous les 4-5 ans et un seul par femelle. Ce serait con qu'un Captain Igloo lambda, par appât du gain, se mette à s'intéresser de plus près à la bestiole, puis tue accidentellement la femelle enceinte d'un mâle qui perd ainsi sa famille atrocement. Vraiment atrocement. Genre, la bestiole hurle sa douleur par un cri qui te déchire les entrailles. Et que la bête, ivre de rage, passe le reste du métrage à assouvir sa vengeance contre le capitaine au bitonnet de poisson. Vous êtes un homme, exact? Je suis un mec, quoi, un mec. Un homme qui aime les bitonnets de poisson. Ouais, c'est vrai, j'adore ça. Et vous aimez mettre ces bitonnets dans votre bouche. Ouais. Vous êtes pédé comme une raie. J'en ai marre, je vais t'éclater ta putain de gueule de connard. Ben le voilà, l'aspect atypique d'Orca. C'est un récit de vengeance inversée. Car c'est le monstre qui perd tout et qui va mettre misère au protagoniste de l'histoire, par une vengeance amplement légitime. Et là encore, la frontière n'est pas aussi nette. Certes, Captain Igloo est un enculé de première d'avoir agi ainsi, mais l'est-il vraiment? L'orque se venge, ok, mais il fera preuve d'une cruauté sans nom. Voulons-nous vraiment être en empathie avec ces deux personnages? Oui et non.
On les comprend, mais on ne les accepte pas non plus. Peut-être un peu, mais pas totalement. En réalité, il n'y a pas de héros au sens noble du terme dans le film. Pas de méchants, pas de gentils, excite le manichéisme. On suit un ensemble de personnages troubles et passionnants, riches et humains qui plus est, et dont l'issue sera... ce ne sera pas très joyeux. Le métrage est profondément noir et mélancolique malgré quelques touches humoristiques. Aux antipodes complets de l'émergence des blockbusters hollywoodiens à la même époque. C'est que La Guerre des Étoiles sort la même année, voyez-vous. Le film de Michael Anderson est donc une anomalie, et c'est sûrement dû à l'équipe derrière le métrage. Je mets sciemment de côté le producteur, De Laurentiis, que je rappelle est un bon gros connard, mais qui avait le nez creux n'empêche. Je veux surtout causer du réalisateur britannique qui n'est pas une bleusaille. Il tourne depuis les années 40 et est responsable de sacrés films notables comme l'adaptation du Tour du monde en 80 jours, la version de 56 pas celle avec Jackie Chan, où il a remporté 5 Oscars d'ailleurs, dont celui du meilleur film, et également 2 Golden Globes. Mais il est surtout connu pour L'Âge de Cristal, une dystopie, ayant ultra cartonné en 76 et dont je conseille vivement le visionnage. C'est que le gonze sait manier la caméra et la technique pour nous offrir des plans et des séquences très efficaces et marquantes également. Je peux citer celle de la pêche de l'orque, le tournant central du métrage, et dont l'efficacité et la cruauté sont bien plus cinglants que n'importe quelle scène gore et grand guignolesque que Saucette. Je devrais plutôt citer le 3 avec sa trépanation débile, mais j'aime bien prononcer Saucette. Saucette. Autre référence, celle de la séquence de confrontation sur le phare entre Captain Igloo et les polars, dont la composition du plan et le choix des couleurs sont tout aussi impactants. On comprend sans mot dire que le combat à mort entre les deux est inéluctable. Mais celle que je préfère, c'est surtout celle où le mâle, d'abord en compagnie de sa horde puis tout seul ensuite, traîne sur des miles et des miles sa femelle mourante vers le rivage où mouille le navire de Igloo, afin de mettre en exergue à lui et aux habitants de l'île la responsabilité de son crime, ainsi que sa pugnacité et sa volonté de ne pas laisser celui-ci impuni. Ce scénario est donc loin, très loin d'être con et de nous prendre pour des jambons. Là, pour le coup, le scénario de Spielberg est largement moins profond que celui d'Orca, et pour cause, les deux scénaristes sur le coup ne sont pas d'étanches. Il s'agit des deux poteaux de Sergio Leone qui ont, à eux deux, pondu les scripts des trilogies du dollar et d'Il était d'une fois. Et puis, tant qu'on y est sur les prodiges Rital, il va falloir causer du compositeur de la bande originale qui n'est autre que Ennio Morricone. Alors, est-ce que je vais me risquer de disserter sur le bonhomme ? Non, flemme. Par contre, ses compositions pour Orca sont certes moins connues que celles d'une poignée de dollars ou bien du bon La Brute et le Truand, ou encore de Il était une fois dans l'Ouest, mais ce bon vieux Ennio, étant un arrangeur de génie, avait compris qu'il fallait des codes musicaux bien marqués afin d'asseoir des compositions musicales percutantes et caractéristiques des genres filmiques qu'il mettait en musique. Il a fait ce qui n'avait jamais été fait dans la musique de film avant lui. Sandek, le mec a composé des BO pour plus de 500 productions. Ici, le thème principal d'Orca, avec de nombreuses variantes au cours du métrage, tantôt épiques, tantôt mélancoliques, etc., se conclut par un climax lorsque les chœurs d'une soprano se superposent avec le thème principal, et je défie quiconque de ne pas avoir la larmichette à l'œil de saumon et les poils qui se redressent. Tout simplement sublime. Quant à l'équipe des effets spéciaux, elle n'est pas en reste non plus, car bien que nous voyons de nombreux épaulards au cours du métrage, seulement 2 sont des vrais. Et bon courage pour discriminer les facsimilés animatroniques des mammifères aquatiques bien vivants. Même à l'époque, les militants écologistes se sont laissés piéger en attendant les camions de transport des robots pensant que c'était des vrais livrés dans des parcs aquatiques. Je n'ose imaginer leur gueule en découvrant la bourde. Il en est de même pour la séquence finale censée se dérouler au nord de l'île de Terre-Neuve, au Canada, région polaire où les eaux sont infestées de banquises et autres icebergs. Poursuivant l'orque tueur dans ces zones mortelles, le navire de Igloo se faufile dans les méandres glacés de cette zone. À l'écran, le danger, la claustrophobie et surtout le putain de froid nous saisissent les gonades. Et pourtant, la séquence a été tournée en Méditerranée, du côté de Malte. Des dizaines et des dizaines de faux glaçons ont été réalisés par les équipes pour en apercevoir loin à l'horizon durant le visionnage du film. Vraiment,
Bluffant. Pour finir, faisons l'inventaire rapide des acteurs de la bobine. Un bon gros casting de gueule comme on n'en fait plus de nos jours. D'abord, comment ne pas citer la merveilleuse Charlotte Rampling, dont la beauté froide sied parfaitement à la rigueur scientifique de son personnage. Fun fact, elle se double elle-même en VF. Et franchement, putain, son accent fait le sel de la version. Dans l'autre rôle féminin, la Candide Bauderec dans son tout premier rôle au cinéma. Elle sera le fantasme ultime durant la décennie 80 avec la mode des films agrémentés de séquences érotiques pour aguicher le chaland. Faut dire que faire plusieurs fois la couverture de Playboy, ça aide aussi. J'aime bien comment elle finit dans Orca. C'est drôle. Ah putain, y'a Chef! Pas celui de South Park, mais le natif Hammerlock d'un vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman. Et je me rends compte que c'est la 3e fois que je cite le type dans cette pastille. Comme quoi. Et puis, je terminerai par le Captain Bigler. Bonjour mes amis. Interprété par une véritable gueule du cinéma que vous avez tous vu. Je dis bien tous. Déjà, dans tous les jeux de culture G, l'homme nommé Cheval, c'est lui. On le retrouve également aux côtés de Clint Eastwood dans Impitoyable. Il joue Marc Aurèle dans Gladiator de Ridley Scott. Dis-moi encore, Maximus, pourquoi sommes-nous ici? Pour la gloire de l'Empire, sire. Ah oui. Mais il s'agit de l'abbé Faria dans le fameux La Vengeance du Comte de Monte Cristo. En échange de ton aide, je te ferai un présent inestimable. Le trésor de Monte Cristo. Bon ok, c'est aussi le premier Dumbledore dans Harry Potter. Quand je vous disais que tout le monde l'avait vu. Pour conclure, Orca est un film bancal, non exempt de défauts. Se voulant surfer sur la vague des films d'exploitation de monstres marins, il propose pourtant tout ce que les films qui suivront ne nous offriront pas. Ce que Jaws ne nous a pas octroyé. C'est-à-dire un récit de vengeance au relent d'aventures marines où c'est Moby Dick et non le capitaine qui pourchasse obsessionnellement le marin jusqu'à la conclusion funeste. Bien que l'anthropomorphisme exacerbé du métrage soit poussé jusqu'aux limites du ridicule, putain il y a de nombreux plans sur l'orque qui chialent littéralement, le visionnage du métrage nous pose des questionnements sur la perception et la relation qu'entretient l'homme et la nature, qu'il n'a eu de cesse d'exploiter et de pourrir, ainsi que sur l'éthologie, le comportement des espèces proches de l'espèce humaine. C'est-à-dire que les cétacés sont des mammifères et les similarités anatomiques, physiologiques et comportementales ne sont pas si ténues que cela. Orca est une œuvre précurseur sur ces points-là d'ailleurs. Et puis le titre, Orca. C'est le nom du bateau du Captain Quint dans Les Dents de la Mer. C'est marrant, hein? Alors, en attendant de mater Jaws 4, où c'est le requin qui se venge de l'homme parce qu'on atteint rapidement le fond dans le manque d'inspiration. Ça va, Madame Giboin? Elle a son papier, Madame Giboin? Elle a son papier, Madame Giboin? Bon, ben ça fera 135 €. Ça va.